Grâce à François Langlais, je savais mieux pourquoi la crise de 1929 restait toujours une référence pour comprendre et limiter les conséquences catastrophiques du krach. Mais les solutions passées étaient-elles toujours d'actualité? Après tout, l'économie mondiale avait changé depuis les années 30. Nous partagions désormais un univers globalisé et interdépendant. La crise allait-elle susciter une plus grande solidarité internationale ou au contraire plus de rivalité et de compétition entre les États? À l'Assemblée nationale aussi, les députés cherchaient à mieux comprendre les causes profondes de la crise afin de réformer le système en place. Un travail de salubrité publique qui dépassait les clivages entre gauche et droite. Nous avons l'obligation première d'apporter toutes les explications nécessaires sur l'origine de la crise. Car les déséquilibres remontent à loin. Pour faire court aux années 80 et au mouvement de dérégulation de grande ampleur des marchés financiers. Ces déséquilibres ont favorisé la mise en place d'un système spéculatif sans rapport avec la réalité. Pour répondre à la gravité des événements que nous venons de connaître et permettre un retour à l'équilibre à terme de l'économie mondiale, il est essentiel que nous nous engagions dans un partage de la valeur ajoutée qui soit plus conforme à la réalité des efforts des salariés. Rémunérer le travail à sa juste valeur plutôt que démultiplier les profits du capital, c'est une exigence absolue. Rien ne serait plus dommageable à la confiance de tous les peuples que le sentiment que toutes les leçons n'ont pas été tirées de la crise. Je vous remercie. Toutefois, il suffisait d'assister à la conférence sur le nouveau capitalisme pour se rendre compte que le capitalisme de demain ne serait qu'un remix, certes régulé, mais profondément inchangé de celui qui avait échoué sous nos yeux. J'ai compris que l'ordre du jour ne comportait pas l'examen d'alternatives à ce système. Petite parenthèse, ce n'est pas pour autant que j'adhère à l'idée qu'il n'y a pas d'alternative à ce système. Je ferme la parenthèse pour rester politiquement correct. Et surtout, l'économie de marché garantit la liberté quotidienne des actes de la vie privée pour chacun. Un peu comme s'il fallait que tout change pour que rien ne change. Seul l'appel à la lucidité lancé par Michel Rocard avait retenu mon attention. D'où ma volonté de rencontrer l'honnête homme pour en savoir plus sur les causes profondes de cette crise. L'anémie profonde de nos économies, avant même que tout ça se passe, une anémie qu'on ressent depuis une dizaine d'années. Le ralentissement de la croissance, la montée vertigineuse du travail précaire. Elle est le fruit d'une pression massive et générale, monde entier, du monde actionnarial pour exiger plus de rentabilité du capital, plus de rémunération de capital. Tout se passe au fond comme si les classes moyennes supérieures des pays développés étaient en train de renoncer à l'espoir d'arriver à l'aisance par leur travail pour espérer arriver à l'aisance par le gain en capital massif et soudain. Et ce que nous vivons, c'est la vengeance de l'actionnaire. Tant qu'il était isolé, il ne pouvait rien. C'est dans les années 80-90 que les actionnaires s'organisent. Fonds de pension, énormes, multimilliardaires partout. Fonds d'investissement, plus petits mais plus voraces. Et fonds d'arbitrage, hedge funds, comme on dit. Les trois représentent le potentiel d'action des actionnaires regroupés qui ont pris pied dans la totalité des sociétés multinationales. Dès qu'il y a 3 000 à 4 000 salariés, il y a des fonds qui s'y intéressent. Et c'est eux qui ont orchestré la pression pour moins payer la main-d'œuvre et qui ont poussé au travail précaire, etc. D'où la mise en fragilité de toutes nos économies. 45-75, croissance moyenne 5% l'an. Depuis le début de l'an 2000, nous avons peine à retrouver la moitié de ce rythme de croissance. 45-75, le plein emploi dans tous les pays développés, y compris en France. Nous avons maintenant 14, 15, 16, 17% selon les pays de travailleurs précaires, auxquels s'ajoute une troisième catégorie qui sont simplement les pauvres. Ce qui veut dire, si vous voulez, qu'on a changé de paradigme central. Dans le capitalisme régulé des années 45 à 75, le paradigme central, c'est le salaire. Et nos économies marchent s'il y a assez de salaire pour assurer la consommation de masse. Et sur ces bases, on a un capitalisme à croissance rapide, 5% par an. Maintenant, le paradigme central, c'est le profit. Et le profit, lui, il est rarement voué à la consommation. Il est voué à des achats de luxe ou toujours à la spéculation. Tout ce mécanisme a joué beaucoup. C'est pas de l'idéologie, c'est permis par une idéologie, mais c'est une voracité. C'est une voracité financière. Voilà le point où nous en sommes.
Mon pronostic étant que de G20 en G20, de phase en phase, nous allons voir la communauté internationale élargir ses plans d'intervention probablement, mais surtout prendre conscience que le diagnostic de la crise est plus large, plus ample et plus complexe au fond. Ce qui est clair et qu'on peut tenir pour assuré, c'est qu'il faut tout un ensemble de petits progrès faits pas à pas. Tout un lot dans l'assainissement de la sphère financière. Et encore une fois, cela veut dire reconnaître comme caduques et disparaissants les 3/4 ou les 4/5 des créances qui circulent aujourd'hui. Je ne sais pas comment on fait ça sans des déclarations de banqueroute énormes. Mais il faut les faire en simultané avec des contrôles mutuels de manière à limiter la casse. Et puis, indépendamment de ça, si nous ne réduisons pas l'empire qu'a pris le monde de la finance sur tout ça, on va au chaos. On va à une crise façon 1930, nous aurons, je sais pas, des dizaines de millions de chômeurs en plus à attendre dans les 2 ans qui viennent. La grande différence de situation, c'est qu'en 1929-1932, toutes les puissances publiques et la communauté internationale ont aggravé grandement les choses par des stupidités majeures. Les réactions de puissances publiques ont été imbéciles et anti-économiques au possible. On commence avec le contraire. La réaction des puissances publiques en général et de la communauté internationale plus particulièrement est rapide, relativement pertinente et en tout cas propose des débuts de remède incomplets, insuffisants, mais pertinents et allant dans le bon sens. C'est quand même une grande chance.